Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Comprends que ces gens avec qui tu discutes n'ont pas toujours la même prise de conscience et n'avancent pas à la même vitesse. J'ai une amie qui dit toujours on est un peu comme à l'école, t'as des maternelles et des lycéens. Si toi t'as un niveau lycéen, tu peux pas demander à un maternel d'avoir ton niveau, quoi. C'est pas possible. Le pauvre, il démarre dans la vie. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un qui s'éveille à l'écologie depuis 2 ans d'avoir ton niveau et ta prise de conscience que toi t'as nourri depuis 10. Benoît est à la recherche d'une transition écologique joyeuse. Il sait que c'est possible, car il l'a déjà vécu au Canada et a pu le retrouver en France dans des écolieux. Son plus grand rêve est d'avoir un jardin-forêt, où le collectif aurait toute sa place pour respecter le vivant en toute simplicité. Je vous laisse en compagnie de Benoît. Bonjour Benoît. Salut Amélie. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord te poser une première question. C'est en ce jour, comment te sens-tu quand je te dis écologie ? Je me sens plein d'espoir. Plein d'espoir pour plusieurs raisons. Ce que je vois autour de moi et ce que je fais au quotidien, on va dire. Et comment toi, tu te décrirais sous le prisme de l'écologie ? Alors, on va dire que je suis... Je dirais pas un nouveau converti, mais j'ai découvert ça un peu sur le tard, parce que j'ai maintenant 40 ans passés. Je pense que ça a toujours été en moi, depuis enfant, parce que j'ai des parents qui étaient assez éveillés à la chose, mais qu'une fois qu'on est pris dans le tourbillon de l'existence, et très conditionné par l'éducation, le travail qu'on fait et la société dans laquelle on vit, j'ai un peu mis ça de côté. Et ça m'a rattrapé ensuite, en fait. Donc, dans l'écologie, je suis pas un débutant parce que maintenant ça fait quelques années que je commence à faire des petits pas à ma manière, mais je suis pas non plus un activiste de la première heure. Je suis un peu entre les deux, quoi. Et qu'est-ce que toi t'as mis en place ? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon quotidien ou dans ma vie perso, Dans ta vie, oui, dans ton vie perso et pro, comment toi Ok, tu mets un peu d'écologie dans ta vie ? d'accord. Alors dans ma vie pro, pour l'instant, pas grand-chose, malheureusement, mais ça viendra sûrement. J'y travaille. Dans ma vie perso, par contre, il y a pas mal de choses en fait. Alors quelque chose d'assez radical, mine de rien, parce que je pense des fois il faut un peu de radicalité quand même. J'ai arrêté de prendre l'avion depuis 2018. J'ai beaucoup voyagé, enfin j'ai pas mal baroudé quand même, il y a quelques temps, et j'adore ça toujours, hein. Mais j'ai réalisé que c'était très impactant et j'ai considéré que j'avais un peu brûlé mon bilan carbone en termes d'avion. Donc j'ai décidé que me concernant, si je devais voyager, ce serait plus par l'avion. Donc depuis 2018, j'ai arrêté de prendre l'avion et je m'y tiens. Voilà, ça c'est donc une des premières mesures radicales. Pour le reste, il y a plein d'autres petites choses que je fais au quotidien. Là, tu vois, je suis en colocation depuis quelques temps. Et avec ma colocataire, on décide de trier les déchets végétaux, et de ne pas les jeter dans la poubelle conventionnelle, de les mettre à part. Et comme on n'a pas encore de composteur, ce qui ne devrait pas tarder parce qu'on en a commandé un, on les remet en terre. Donc tout ce qui est végétal, je remets ça en terre dans le jardin attenant à la maison. Donc ça, c'est un premier geste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Je récupère l'eau de pluie pour le jardin également. Alors, c'est pas encore dans des gros conteneurs, mais
c'est déjà dans des bacs, dans des seaux. Euh, on a créé un petit potager au jardin aussi, avec des graines que j'ai plantées dans une mini-serre que j'ai fait dans la véranda. Et ces plants-là, aujourd'hui, sont dans le potager à côté. Je donne des plants aux amis aussi en ce moment, des plants de légumes, tomates, salades, etc. J'ai diminué aussi ma consommation de viande. Parce que mine de rien, la consommation de viande, enfin la production de viande est très demandante en termes d'énergie et a un impact carbone non négligeable. Donc je ne suis pas encore passé végétarien et je doute que j'y arrive parce que mon organisme a quand même besoin de pas mal de protéines. Mais j'ai diminué ma consommation de viande. Je fais autant que faire se peut du covoiturage pour éviter de rouler dans une voiture tout seul. Je parle d'écologie à droite à gauche quand je peux, sans être donneur de leçons. Enfin, ça c'est pas toujours simple parce que il y a toujours cette éco-anxiété qui me rattrape et j'aurais envie que les gens bougent à ma vitesse. Et en même temps, je réalise, comme dit une de mes amies, qu'on ne bouge pas tous à la même vitesse, qu'il faut savoir être tolérant, que même moi, par rapport à certains, je suis encore bien en dessous. Donc voilà, je parle d'écologie avec de plus en plus de tolérance. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est déjà pas mal, en fait. J'ai rien qui me vient à l'esprit là tout de suite, mais voilà, pour l'instant, c'est ça. Comment est venu ce déclic qu'il y avait une urgence écologique Ah et ah, donc que tu aies mis toutes ces petites choses en place? ça c'est la bonne question. Alors c'est arrivé, donc comme je te disais, ça a toujours été un peu en moi, je pense, déjà. Parce que tout petit, je voulais faire des études en environnement. J'étais très sensible à ça et voilà, la nature c'était hyper important. Donc je pense que ça a toujours été en moi. Par contre, il y a eu un premier déclic il y a quelques années maintenant, c'était en 2016 si je me rappelle bien. J'étais au Canada, je me suis expatrié une année là-bas et j'ai eu l'occasion au Canada, en fait, pendant mon itinérance, de vivre avec une communauté alternative qui tendait vers l'autonomie, qui avait changé son rapport au vivant, qui produisait sa nourriture, qui vivait sobrement, qui produisait son énergie aussi, pour le coup, enfin ses sources d'énergie. Et ça a été un premier déclic parce que je me suis dit, tiens, on peut vivre autrement, on peut vivre de moins, on peut vivre en harmonie avec notre environnement, en polluant moins pour le coup. Et je me suis dit, ça a du sens en fait, ça a du sens. Donc, puis c'était assez fun en fait, c'était vraiment, je trouvais ça assez joyeux en fait. C'était l'écologie joyeuse de pouvoir cultiver sa nourriture, de pouvoir la partager ensemble et avec aussi la biodiversité, parce qu'il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de protection contre les animaux qui venaient grignoter de temps en temps les salades ou ce genre de choses. Donc c'était une écologie joyeuse, sobre, intelligente et qui donnait envie en fait. C'est surtout ça. Contrairement, comme tu disais avant, à ces démarches qui sont des fois un peu trop punitives en fait et qui à mon avis desservent la cause en fait. Donc ça a été le premier déclic au Canada, de vivre avec une communauté alternative. Et puis il y a eu un deuxième déclic, qui lui est un petit peu moins fun, mais qui a été, je pense, utile à ma mettre en action. C'était en 2019, donc une année avant le Covid, avec un très bon ami à moi, Vincent, à Nantes. On a eu tous les deux en fait connaissance, je ne sais plus comment ça s'est fait, d'un article qui parlait des risques systémiques de notre civilisation, si on continuait dans cette direction-là, en fait, à savoir des risques potentiels d'effondrement de la biodiversité, qu'on connaît, mine de rien. Il est silencieux, mais il est là. Des risques d'effondrement autres et possibles aussi de notre société telle qu'on la connaît, parce que, justement, alors les experts s'accordaient à le dire, on allait beaucoup trop loin dans l'exploitation des ressources et dans tout simplement la pollution de notre habitat naturel. Donc ça a été assez violent pour le coup, mais très utile parce que je pense que c'était un peu le coup de pied au cul dont j'avais besoin pour, pour essayer autre chose en fait, pour me remettre en question et me dire ok, ça fait flipper, mais la réalité est là et comment est-ce qu'on peut faire pour changer les choses en fait, même modestement, mais essayer de s'organiser quoi.
Et, et tout d'un coup, c'est marrant, mais ça a mis des mots M-O-T-S sur mes mots M-A-U-X, parce que c'était une époque où je commençais enfin, pas mal me poser de questions là-dessus, sur notre société de consommation. Et j'arrivais pas à comprendre en fait ce qui se passait dans ma tête. Et tout d'un coup, ce déclic-là m'a fait réaliser certaines choses et m'a fait comprendre en fait ce que je traversais et ce vers quoi j'avais envie de tendre. Voilà, ça c'était le deuxième déclic. Un peu moins fun, mais très utile. Surtout qu'en plus, ton deuxième déclic, tu l'as eu après avoir arrêté l'avion. Tout à fait, après avoir arrêté l'avion. En fait, comme je te disais, ça, la graine germait déjà dans mon esprit depuis quelques années en fait. Et je m'étais déjà dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de vivre, dans mon rapport au vivant. Il faut que je vive plus sobrement. Donc oui, effectivement, c'est arrivé une année après. Ouais. Et donc tu disais que dans la communauté où tu étais, Oui, c'était une écologie joyeuse. tout à fait. Oui. Pourquoi c'était joyeux exactement? Bah parce qu'en fait, il y avait déjà, bon, déjà ils étaient dans un cadre absolument magnifique. Et moi j'ai toujours été très sensible à ces grands espaces naturels où je me sens pas très bien en ville, moi de base. Donc c'était déjà joyeux parce qu'il y avait cette espèce ouais, de biodiversité environnante qui donnait forcément à rire et sourire parce qu'elle était présente, elle était là et elle était vivifiante. Et puis joyeux aussi parce qu'il y avait tout un collectif en fait autour de ça. Et un collectif, mais qui n'est pas le collectif qu'on va connaître nous aujourd'hui dans cette société capitaliste, un collectif qui fonctionnait dans l'échange en fait, et pas dans le rapport à l'argent, la compétition et le bonheur individuel en fait. C'était un collectif où chacun œuvrait pour les autres et où ça se faisait dans la joie parce qu'il y avait justement ce rapport détaché de la possession, qu'elle soit matérielle, de l'ascension sociale, du caractère très pécunier en fait de nos quotidiens actuels en fait aujourd'hui dans les grandes villes en fait. Donc j'avais presque l'impression d'être dans un grand jardin d'enfants avec des adultes enfants en fait, qui s'amusaient à faire pousser des choses, tu vois, qui le faisaient non seulement pour se nourrir, mais qui étaient contents d'apprendre et qui étaient contents, euh, ouais, contents de s'échanger les choses et surtout qui s'émerveillaient en fait, parce que je me rends compte que ce qui souvent différencie les adultes et les enfants, et c'est pour ça que je te parle de jardin d'enfants, c'est l'émerveillement. Je trouve qu'en tant qu'adulte, parfois et souvent malheureusement, on a perdu notre capacité d'émerveillement. Et il y avait dans cette communauté de l'émerveillement de tous les instants, et c'est ce que je trouvais génial et joyeux, parce que j'avais l'impression de voir des grands enfants jouer au jardinage, jouer au collectif, mais c'était pourtant très sérieux à côté, quoi. Donc c'était joyeux, ouais, justement, dans cette espèce d'effervescence qui était très bienveillante, en fait, finalement. Et ce côté joyeux, t'as réussi à le retrouver au Canada, mais t'as jamais réussi à le retrouver en France? Alors, je je pense que il est au fond de soi, en fait, finalement. La joie, c'est quelque chose, déjà, qu'il faut apprendre à cultiver soi-même. Si on n'est pas joyeux avec soi-même et tout seul, on est joyeux avec personne, finalement. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple, parce que bon, on a tous nos moments de moins bien. Je l'ai recherché, en tout cas j'ai recherché cette vie en communauté, pour le coup. Après ce déclic que j'ai eu à Nantes, j'ai décidé d'arrêter, de faire une pause dans mon métier. Et le Covid est arrivé, donc ça tombait très bien. Et du coup, j'ai multiplié les expériences en fait dans les écolieux. Et également chez les maraîchers, chez qui j'ai fait du bénévolat, entre autres. Euh, et ça m'a permis de renouer avec ce que j'avais connu en fait au Canada, de renouer avec le vivant, de renouer avec ce rapport à la nourriture et à cette espèce de fierté et d'émerveillement à faire pousser sa nourriture. J'ai, en fait, j'ai cultivé la joie en fait, tout simplement. J'ai cultivé ma joie intérieure en faisant partie de ces collectifs et en apprenant à faire pousser ma nourriture. Et donc ça m'a rappelé ce souvenir que j'avais vécu au Canada. Et même dans les écolieux, tu faisais que du maraîchage ou il y avait aussi d'autres choses, Non, d'autres non, il y avait de activités? tout en fait. Dans un écolieu, tout s'organise autour du vivre ensemble. Et donc le vivre ensemble, bah, c'est pas seulement le potager, il y a aussi travailler sur l'habitat. Donc j'ai fait des chantiers terre-paille,
où tu apprends à reconstruire des murs comme il se faisait il y a plusieurs décennies, donc avec de la glaise et de la paille. J'ai fait de l'enduit, mais il n'y a pas seulement que l'habitat et le potager, il y a aussi apprendre à vivre ensemble. Donc c'est des ateliers sur la communication non violente, par exemple. Euh, c'est aussi apprendre à faire un four à pain, apprendre tout ce qui gravite autour des low technologies, low L-O-W, c'est-à-dire les technologies qui utilisent le moins possible et de ressources et de sources d'énergie pour fonctionner. Donc ça peut être par exemple apprendre à confectionner un poêle à bois, enfin les fameux rocket stoves en fait, qui sont des tout petits poêles hyper efficaces. Ça peut être apprendre à faire de l'isolation, ça peut être apprendre à créer un four solaire. Enfin, il y a plein de techniques comme ça, voilà, qui gravitent autour de ça. Donc en fait, un écolieu, ça rassemble plusieurs personnes autour d'un style de vie alternatif, mais ça gravite autour de plein de choses en fait, qui finalement organisent le quotidien et qu'on a oublié parce que on est dans le confort de nos vies modernes et qu'aujourd'hui, pour avoir de l'électricité, il suffit d'appuyer sur un bouton et on a de la lumière. Pour avoir à manger, il suffit d'aller dans les supermarchés, etc., etc., quoi. Là, effectivement, c'est un autre rapport à la nourriture, un autre rapport à l'eau aussi, et dont on aura peut-être besoin dans le futur d'ailleurs, en gâchant moins l'eau en fait qu'on consomme. J'en veux par exemple pour preuve les toilettes qui consomment une consommation hallucinante d'eau. Avec les toilettes sèches, alors on n'aime pas le principe, hein, mais c'est vrai que ça change son rapport à cette consommation d'eau qu'on a au quotidien. Voilà, il y a plein de choses comme ça en fait qui gravitent autour de ce concept de vie alternative et d'écolieu en fait. En fait, c'est réapprendre à être autonome, en fin de compte. Oui, entre autres, oui, complètement. Oui, ça je pense que c'est assez important parce que mine de rien, non seulement ça nous responsabilise en tant que citoyens, en tant qu'habitants de la planète, et puis je pense que c'est aussi une liberté dont on a été privé. Euh, les gens s'émerveillent, bon peut-être moins maintenant, mais quand les supermarchés sont arrivés, il y avait cette espèce de profusion dans les étalages, on se disait waouh, punaise, mais j'ai 20 sortes de glaces différentes, il y a plein de viande, plein de fromage, mais c'est trop bien, c'est comme Disneyland quoi ce truc. Mais en même temps, je trouve qu'on a du coup un rapport très détaché de la nourriture, on ne sait plus d'où ça vient vraiment, on ne sait plus comment c'est fait et on consomme sans vraiment s'y intéresser. Et on est un peu esclave de ce système finalement. Parce que voilà, on a besoin de se nourrir, il faut prendre sa voiture, pousser son caddie et aller chasser le bœuf dans les étalages, quoi. Je trouve ça un peu dommage finalement. Donc il y a justement ce rapport à l'autonomie, même si tout le monde n'a pas forcément cette aspiration-là, mais je trouve que c'est retrouver sa liberté en tant que consommateur et changer son rapport au vivant aussi. Ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est important aujourd'hui, changer son rapport au vivant. La nature, c'est pas seulement un truc dont on peut disposer à notre guise pour assouvir nos besoins de croissance et de prospérité, quoi. Enfin, faut vraiment changer notre rapport au vivant. Et comment toi tu l'as changé ce rapport au vivant? Je te dis justement Par rapport à tout ce que tu as fait? ouais, en visitant tous ces écolieux déjà, en me posant les bonnes questions, en me formant à côté, du coup en ce moment j'ai plein de bouquins sur la botanique, sur l'art du potager, sur les modes de vie alternatifs. Et c'est ce d'ailleurs à quoi j'aspire en fait aujourd'hui. En fait, j'espère bientôt que j'aurai assez de courage et d'idées pour me lancer moi aussi dans ce style de vie quelque part en France et monter moi aussi mon lieu ou en tout cas mon terrain ou cultiver, réapprendre à vivre plus sobrement et en harmonie avec la nature. Est-ce que dans tout ça, tu as eu des moments de doute? Des moments Oh où tu oui, t'es dit quand même, là je suis tout seul, oh c'est oui, dur. plein, plein, plein. Mais oui, parce que j'ai vécu des moments de grâce quand vraiment je me suis senti à ma place dans ces collectifs où on parlait quelque part un peu la même langue. Enfin, je rencontrais des gens qui avaient les mêmes envies, les mêmes appétences et pardon, le même éveil. Et puis après, tu reviens à ta vie de tous les jours.
Et tu reviens en ville, tu reviens dans les grandes métropoles et tu vois tout autour de toi, en fait, ce qui ne fait plus sens à tes yeux. Tu vois ces gens que tu connais qui, eux, continuent de vivre comme toi tu vivais un peu avant. Et moi, j'ai même des fois encore le cul un peu, pardon, entre deux chaises, où je me dis, ouais, j'aspire à un style de vie qui est pas commun, qui est un peu, mine de rien, un peu à part. Et ça fait peur aussi. Ça fait peur. T'as pas envie de te marginaliser. Tu te dis, voilà, parce que j'ai plein d'amis et puis la famille qui, eux, vivent des vies plus conventionnelles, même si à leur échelle et à leur rythme, ils évoluent aussi, hein. Ils ont des fois plein de choses à m'apprendre. Je ne suis pas encore un expert de l'écologie. Mais des doutes, ouais, des doutes parce que je me disais, mais où je vais, comment je vais faire. Et puis parce que des fois, comme je te dis, tu discutes avec ces gens-là, et puis tu discutes avec ces gens-là, avec tes amis, ta famille, les gens qui t'entourent, et puis tu sens qu'il y a un clivage en fait, tu sens qu'il n'y a pas la même prise de conscience, tu sens que tu te heurtes des fois à l'incompréhension, que tu fais figure d'original, que tu fais figure de radical, et on te renvoie ça, et donc du coup, tu te poses des questions, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison finalement? Est-ce que je suis pas un doux utopiste? Est-ce que bon, je suis pas un peu sur ma planète? Il faudrait que je me réveille. Mais quand ça t'habite vraiment, ça revient en fait comme un boomerang. Et tu te dis non, en fait, c'est ça qui m'appelle et voilà, il faut que j'aille vers ça. Mais des doutes, oui, constamment, constamment, parce que c'est aussi apprendre à se réinventer. Et ça, c'est pas simple. On n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas les clés, on n'a pas été conditionné à ça. Moi, j'ai grandi dans les années 80 et 90 et voilà, c'est même encore maintenant, hein, on nous vend le récit collectif auquel on adhère quasiment tous, c'est le bonheur individuel, l'ascension sociale, la propriété privée, enfin toutes ces choses qui n'ont pas tant que ça de sens, je pense, mais qui sont le récit commun en fait. Et donc oui, je doute chaque fois que je me retrouve entouré de gens qui n'ont pas les mêmes envies, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas le même discours. Mais pour mettre ces doutes de côté, j'essaie le plus possible en fait de rencontrer des gens qui œuvrent différemment en fait pour un quotidien qui moi m'appelle. Donc t'as ces doutes qui sont en toi, mais comment t'arrives quand même à amener les gens avec toi, tes amis, ta famille, comment t'as réussi à quand même les faire évoluer et à montrer que peut-être que l'écologie est important. Et ben en fait c'est comme tu disais, c'est en faisant attention de ne pas avoir un discours moralisateur, radical et punitif. Genre ouais on n'a pas le choix, la planète se meurt, faut que ce soit drastique, faut que non, c'est pas la solution, ça, en fait. Faut que le récit soit désirable. Si tu dis aux gens qu'ils vont en chier, que ça va être dur, qu'ils vont perdre leur confort, personne n'a envie de ça, en fait. Ils ont envie de la glace avec le cornet, la chantilly dessus, quoi. Tu fais... Et si tu leur dis, ouais, mais on peut changer de glace, mettre moins de topping, et ça a quand même un goût assez sympa. Donc, faut vraiment, quand j'essaie d'en parler maintenant, et vraiment, enfin, j'ai vraiment été plus radical avant. Donc mes amis m'ont fait comprendre que c'était pas la solution cette radicalité. Donc aujourd'hui j'essaie d'adopter un discours déjà beaucoup plus tolérant. Me dire t'en es là mais il y a encore 10 ans t'en étais pas là. Donc comprends que ces gens avec qui tu discutes n'ont pas toujours la même prise de conscience, n'avancent pas à la même vitesse. J'ai une amie qui dit toujours on est un peu comme à l'école, t'as des maternelles et des lycéens. Si toi, tu as un niveau lycéen, tu peux pas demander à un maternel d'avoir ton niveau, quoi. C'est pas possible. Le pauvre, voilà, il démarre dans la vie. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un qui s'éveille à l'écologie depuis 2 ans d'avoir ton niveau et ta prise de conscience que toi, tu as nourri depuis 10, tu vois. Donc, j'essaie vraiment d'avoir un discours plus tolérant, moins radical et optimiste, positif. Personne peut te suivre si tu leur dis eh les gars ça va être la merde quoi, on va en chier, ça va être affreux. Non, il faut cultiver l'optimisme et se dire et dire on peut faire différemment et ça peut être très sympa. On peut vraiment moi j'essaie de vraiment de mettre en avant le côté communautaire en fait où j'aimerais hein, moi dans un futur proche
organiser un collectif écologique, en fait, que ce soit ou pas en habitat partagé, on peut chacun avoir son chez soi, mais où on s'entraide, où on vit cette écologie ensemble, et on la vit positivement, en fait. Je pense que c'est possible. Mais ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut transmettre. Enfin, je pense que c'est comme ça, c'est la solution, une des solutions en tout cas, c'est d'avoir un discours positif. Là, je te rejoins tout à fait. Est-ce que toi, tu as certains objectifs dans ta vie? Eh ben oui, Tu en as un petit peu moi, parlé, mais est-ce que ouais, tu ouais, peux nous ouais, en dire ouais. plus? Alors, mon grand rêve, allez, on va voir en grand quand même. Ce serait d'avoir un terrain sympa quand même, assez grand, enfin suffisamment grand pour y planter un jardin-forêt. Je ne sais pas si tu connais le concept. Je veux bien que tu Ça a m'expliques. été mis en place par Martin Crawford, c'est un paysagiste anglais, qui repense notre manière de cultiver. Le jardin-forêt, c'est comme un jardin, mais qui imite un jeune boisement, où tout est pensé en 3 dimensions. Et au lieu d'avoir juste un potager classique, eh ben, tu t'arranges pour qu'il y ait, sur différentes strates, il y en a 5 au total, des arbres, des arbustes, des fougères, des légumes racines, des légumes qui poussent en hauteur, des lianes. C'est une sorte de fouillis végétal qui te nourrit, qui se nourrit et qui est plus résilient et résistant, en fait, que l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle, c'est de la 2 dimensions. Tu as un champ sur des hectares en monoculture. Un jardin-forêt, c'est un fouillis de diversité végétale et nourricière pour toi et la biodiversité, parce qu'il n'y a pas d'intrants chimiques, sur petite surface. Et la permaculture dans tout ça? Alors la permaculture, c'est plus qu'un mode de culture, c'est un style de vie, la permaculture. La permaculture, c'est pas seulement mettre de la paille et du compost sur ses légumes et ne pas mettre d'intrants chimiques, c'est aussi réfléchir à partager entre les hommes et partager avec la nature. C'est un concept de vie, la permaculture. C'est un tout, en fait. Et ça a été inventé par Bill Mollison et David Holmgren, qui sont d'ailleurs, parce qu'il y en a un qui est toujours en vie, australiens. Donc voilà, mon rêve, ce serait ça, c'est de créer un jardin de biodiversité qui soit nourricier pour moi et la biodiversité, pour le coup, et y créer une association, en fait, de sensibilisation aux pratiques de jardinage écologique, et pourquoi pas avoir une pépinière de plants nourriciers que je proposerais à des prix très bas, voilà. Voilà, ça c'est un projet, mais sur le mode associatif, en fait. J'ai pas envie que ça devienne un business ou un truc lucratif. Euh, je ferais volontiers ça à côté d'un travail conventionnel qui me permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Moi, mon rêve, c'est ça, c'est de changer mon rapport au vivant, de vivre différemment, et d'essayer d'embarquer les autres avec moi, justement en leur montrant que c'est possible et en rendant la chose désirable au travers de quelque chose que je ferai pousser, en fait. Tu vois, créer un mini Éden, en fait, qui soit très nourricier et résilient, et que ça donne envie, en fait. Que les gens se disent, waouh, ah, c'est quand même pas mal, ça. Je ferais bien ça chez moi. Voilà, ça c'est mon rêve et mon projet. Et donc pour ça, en ce moment, je prospecte un peu à droite à gauche en France pour trouver des terrains qui soient accessibles foncièrement parlant, où il y ait suffisamment d'eau aussi pour le coup, et puis voilà, où il y ait une vie associative riche, des gens assez éveillés sur le concept. Voilà, pour m'entourer aussi de gens bienveillants, optimistes et écologiquement éveillés. Bon, bah, je te souhaite que ça fonctionne. Ben merci. Est-ce que tu aurais des conseils et des bonnes pratiques pour les personnes qui soit veulent commencer dans la transition écologique, soit se sentent perdues, ou même qui peut-être manquent un peu d'espoir en Oui, ce moment? ouais, 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 complètement. Ben, je vais donner les conseils que m'a donné ma colocataire il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, elle se reconnaîtra si elle écoute. On a toujours trop tendance, quand on a un objectif ou quelque chose qu'on veut faire, on a toujours trop tendance à voir ça comme un Everest à gravir et à se focaliser dessus. Et c'est loin, c'est haut, on se dit mais comment j'y arriverai en fait. Et ça a tendance en fait à nous inhiber. Et ben, son conseil à elle, c'est commence par des petits pas. Donc c'est mon conseil, commencez par des petits pas. Finalement, la destination importe peu, c'est le chemin qui fait le voyage en fait. Donc commencez par des petits pas. Vous vous posez des questions sur l'écologie et vous ne savez pas par où commencer. Et ben faites vos petits pas perso. Donc commencez par, tiens, vous questionner sur qu'est-ce que je peux changer dans mon quotidien. Des tout petits trucs.
Je sais pas, moi par exemple, j'arrête de laisser couler l'eau du robinet quand je me brosse les dents, je mets ça dans un verre et l'eau du verre suffira à me rincer la bouche. Je prends conscience que mes déchets ont un impact, je sépare les déchets plastiques des déchets végétaux et j'essaie de mettre un compost dans mon jardin si j'en ai un. Je change mes lectures, j'essaie de m'éveiller à certains bouquins qui parlent d'écologie, de botanique, de vie alternative, de low technologie, j'en sais rien, ce genre de choses. J'en parle autour de moi, je prends moins la voiture, j'essaie de réduire mes voyages en avion. Des petits pas, vraiment des tout petits pas, des trucs qui sont pas, qui sont pas durs à commencer. Et qui, mis bout à bout, feront quelque part une grosse différence. Et donc ça, voilà, ce serait un de mes conseils, faire des petits pas. Ensuite, si on veut poursuivre, ce serait se cultiver sur le sujet et cultiver vos légumes. Commencez par vous réapproprier cette nourriture en fait. Et puis vous verrez en plus qu'elle a vraiment meilleur goût parce qu'elle ne grandit pas sous serre, sans terre des fois, sur substrat et avec un intrant chimique. Vous verrez que la tomate qui pousse dans votre jardin, elle a un goût différent. Déjà parce que vous êtes très fiers et en plus parce qu'elle a vraiment plus de qualité gustative. Donc se cultiver et cultiver. Je pense un autre conseil, ce serait d'essayer de déculpabiliser, de pas forcément se faire violence en se disant merde, je fais partie de cette humanité qui n'avance pas dans le bon sens. Non, il faut se dire, on fait tous de notre mieux. On fait tous de notre mieux et voilà, cesser de se flageller quoi, là-dessus. Et pour finir, donc une dernière question que je pose à tout le monde, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi ? Qu'est-ce que l'écologie pour moi ? Eh bien si, l'écologie pour moi, je l'ai déjà dit, c'est repenser son rapport au vivant. Je pense qu'on a été malheureusement conditionné à croire qu'on était au sommet d'une pyramide de diversité, et c'est faux. On fait partie d'un tout, et encore une fois, ce qui nous entoure, la nature, n'est pas quelque chose dont nous pouvons disposer à notre guise. C'est un environnement avec lequel il nous faut apprendre à vivre, en fait. On doit apprendre à vivre avec toutes ces espèces qui, elles, ont compris la chose, finalement. Elles vivent entre elles se régulent, elles se modèrent. Nous, en tant qu'êtres humains, on a perdu cette notion-là. On s'est mis à part, en fait. Et il faudrait qu'on réapprenne à se modérer et surtout à vivre avec le reste du vivant, quoi. Donc repenser notre rapport au vivant, vraiment. Je pense que c'est vital. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose ? Rien n'est écrit, cultivons l'optimisme, tous ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.